Ève Gardien, elle est maître de conférences, département de sociologie à l'université Rennes 2. Je parle sous votre contrôle, Ève, vous me corrigerez. Chercheuse au sein du laboratoire Espace et Société, responsable scientifique d'un programme qui s'appelle Expert. Euh, Parmi beaucoup de champs d'expertise, Ève travaille beaucoup sur notamment la pérédance, les savoirs expérientiels. Elle a proposé notamment la notion de perjectivité, par référence à l'objectivité et la subjectivité, comme un autre type de. Alors, je marche sur des œufs, un autre régime de vérité, disons. Et là Ève, vous pourrez d'emblée me corriger, parce que je vous connais très précise. Ève va donc nous présenter aujourd'hui, en tout cas, est venue nous parler de savoir expérientiel, et principalement à partir d'un article récent qu'elle a publié qui s'appelle Comprendre et définir le savoir expérientiel. Ève, on a 2 heures. On vous laisse décider soit si enfin, à quel moment vous voulez entrecouper. On vous invite à entrecouper votre prise de parole de petits moments d'échange. Je vous laisse décider de quand ça vous semble le plus adéquat. Et on fera une petite pause au milieu, si ça vous convient, tous et toutes. Une petite pause de quelques minutes de respiration à nouveau. Merci beaucoup, Louis. Je voudrais juste préciser, et j'en suis fort désolée, mais des circonstances personnelles, un décès en réalité, ont fait que ma vie personnelle a été très chaotique ces derniers temps. Donc, le temps de préparation de cette communication n'a pas été important, on va dire. Donc, je suis assez inquiète de ça. Mais je ne me suis pas désistée parce que je voulais pas vous mettre dans l'embarras. Voilà, donc je vais vous présenter ça, mais avec les moyens cognitifs qui sont à ma disposition aujourd'hui, et je ne suis pas au mieux de ma forme, mais je vais faire de mon mieux, néanmoins. Euh, les savoirs expérientiels, je sais que c'est un terme avec lequel vous travaillez beaucoup, et c'est un terme qui a beaucoup d'importance aujourd'hui du fait de son investissement par les politiques publiques contemporaines, et particulièrement par les politiques qui concernent les champs du sanitaire, du social et du médico-social. Et c'est l'argument phare qui justifie, qui légitime le recrutement de bénévoles, de salariés, de consultants, en tout cas de pairs aidants. Voilà, donc c'est un argument de légitimation. Ça vient et ça permet des contributions de divers ordres. Ça peut être la participation à la vie institutionnelle des établissements et des services, comme être président du conseil de la vie sociale ou contribuer à la commission des usagers. Ça peut être la contribution à des démarches qualité ou à des audits d'établissements et de services, et ça c'est particulièrement important dans le champ sanitaire. Ça peut être la contribution à la formation initiale, continue des professionnels. Ça peut être aussi des apports à la conception de biens, de services, mais aussi, et plus avant, pas seulement des biens et des services, mais aussi simplement de l'offre sociale, médico-sociale et sanitaire. Ça peut être participer à la conception politique publique, de décisions politiques et stratégiques, à un niveau important, national, comme celui d'une fédération. Ça peut être participer à des actions de plaidoyer, de lobbying. Également participer à des activités de recherche. Et enfin, et bien sûr, c'est sur quoi je travaille principalement, accompagner et soutenir ses pairs. Voilà, donc vraiment, les savoirs expérientiels sont devenus un peu la pierre angulaire sur laquelle s'appuient de nombreux acteurs, parce qu'il y a de loin pas que les pairs aidants qui s'auto-légitiment. En fait, ils ont avant tout été légitimés et amenés et sollicités dans leur contribution par d'abord des professionnels, puis les proches et les politiques. Voilà, d'un point de vue historique, c'est dans ce sens-là que ça s'est produit. Et voilà. Et donc aujourd'hui, il y a tout un tas d'acteurs dont je pense que nous faisons partie à OVI, qui sont des promoteurs du savoir expérientiel et des personnes directement concernées par ces savoirs expérientiels. Donc ça a pris une ampleur très importante. Quand ça a démarré, c'était dans le champ de la santé mentale, psychiatrie et sans-abrisme, avec le programme expérimental Un chez soi d'abord. Quand je dis quand ça a démarré, je veux dire
la première reconnaissance par des politiques publiques de ce type-là de savoir. En 2012, donc, dans le programme expérimental Un chez soi d'abord, il y a eu le recrutement de 2 pères aidants par équipe d'intervention. C'est à la même époque qu'il y a eu le déploiement d'un diplôme universitaire de médiaton santé-père. Et puis ensuite, cette idée que le savoir expérientiel était utile et qu'il fallait permettre son déploiement dans divers secteurs d'intervention, ça a été 2015 dans le champ du handicap avec la réponse accompagnée pour tous. 2016, il y a eu un décret du Un chez soi d'abord qui a permis la généralisation des dispositifs. 2017, la définition du travail social contient l'idée qu'il faut s'appuyer sur les savoirs issus de l'expérience des personnes accompagnées. 2018, la stratégie nationale autisme et troubles neurodéveloppementaux valorise aussi l'action des pairs. 2018, la feuille de route santé mentale psychiatrie. 2018, la plan de prévention lutte contre la pauvreté. 2023, la conférence nationale du handicap, etc., etc. Sans omettre le fait que dans le champ des addictions, il y a également de l'autosupport et depuis plusieurs dizaines d'années. Donc une pratique concrète de ces savoirs expérientiels. Donc c'est une terminologie qui en France est arrivée en 2010. C'est Emmanuel Jouette, Las Varnias et Luigi Flora qui l'avaient introduit dans une note de synthèse qu'ils ont publiée en 2010 justement. Mais il se trouve qu'entre le moment où elle est arrivée en France par leur intermédiaire, le moment où elle a été créée, cette notion, enfin, c'était un concept à l'époque par Thomasina Borkman en 1976, et ce qui se joue aujourd'hui en France, on peut dire que aujourd'hui, c'est plus véritablement un concept. La plupart du temps, quand on l'utilise, c'est plutôt une notion. C'est plutôt une notion qui est malheureusement devenue une notion floue, une notion un peu fourre-tout, un peu valise, parce qu'elle a beaucoup, beaucoup d'acceptions. Donc voilà, elle a plus la rigueur qu'elle a pu avoir antérieurement. Et c'est une notion qui par contre représente l'intérêt. Pourquoi elle est devenue floue? Ben, simplement parce que beaucoup d'acteurs s'en sont emparés, mais s'en sont emparés dans des situations différentes, avec des objectifs différents, avec des enjeux différents, etc. Bref, l'usage de la notion a fait qu'elle s'est transformée au fil des appropriations. Elle s'est inscrite dans plusieurs débats sociétaux. Et ensuite, voilà. Donc, globalement, c'est une notion qui est devenue floue par l'usage, mais parce qu'elle a eu un usage extrêmement important. C'est une notion qui est plutôt à la mode aujourd'hui. On l'utilise facilement et sans forcément toujours, d'ailleurs, chercher à comprendre ceux qui l'ont créée et quel sens elle a eu au départ, etc. Voilà, il n'y a pas toujours de retour au système de connaissance de la source. Ce qu'on peut aussi observer, c'est que globalement, le contenu du savoir expérientiel est très peu formalisé, il est quasi pas décrit. Il y a couramment une confusion entre récit, histoire de vie et savoir expérientiel, et je vais y revenir. Il a une nature qui est pas très explicitée encore aujourd'hui, donc là, c'est un peu l'objet de ma communication. Globalement, la validité des savoirs expérientiels, c'est-à-dire des différents savoirs expérientiels qui existent, ils ne sont pas construits scientifiquement, donc il n'y a pas de validité scientifique. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intéressants et qu'ils ne valent pas dans la pratique, mais en tout cas, ils n'ont pas été démontrés scientifiquement puisqu'ils ne sont pas construits scientifiquement. Par contre, leur usage est couramment porté, compris et mis en œuvre comme étant très pertinent par les personnes qui l'utilisent. Voilà, et voire même ça a pu être salvateur pour un certain nombre d'entre eux. Je prendrai des exemples qui permettent de mesurer la portée et le changement de vie que peut permettre l'usage de certains savoirs expérientiels. Je vais juste revenir au préambule parce que ça m'a souvent été demandé dans les interventions que je fais sur le savoir expérientiel, la différence qu'il y a entre récit de vie, histoire de vie, récit de soi et savoir expérientiel. Je vais vous prendre un exemple simple qui porte sur l'entente de voix. Donc, l'entente de voix, c'est un mouvement social international des entendeurs de voix. Et donc, dans le cadre de ce mouvement social que j'ai longtemps fréquenté, voilà, j'ai rencontré plein de gens, etc. Et donc, j'ai recueilli tout un tas de choses. Et notamment, il y a eu des articles publiés par des entendeurs de voix. Et je vous donne un extrait où une personne qui a décidé
pour l'occasion de s'appeler Josette dans cet article. Elle s'appelle pas Josette dans la vie. Voilà, raconte sa vie et raconte ce qui lui est arrivé. Je vous en donne juste un extrait pour comprendre ce que je vais appeler récit de vie ou récit de soi. Voilà. Et puis donc, un matin, la voix est arrivée dans ma tête, dans mon corps, dans ma vie, et avec elle, le pire des cauchemars est devenu réalité. Négative, agressive. Avec cette voix, j'ai connu la torture mentale, la torture physique, la peur incessante, le vrai désespoir. Que me restait-il comme solution? La camisole chimique, le suicide. Alors j'ai commencé une quête pour comprendre comment j'en étais arrivé là et pourquoi, ce qui justifiait et ce que mettait en place la voix dans ma vie. Une quête spirituelle, religieuse, historique, philosophique. Je cherchais tout azimut. J'avais tellement besoin de comprendre ce qui m'arrivait, de mettre en sens sur ce phénomène. Donc là, c'est typique d'un récit de vie, et on voit la personne qui raconte ce qui lui est arrivé. Et je vais vous donner un exemple de savoir expérientiel sur les voix. Et là, typiquement, ça se présente autrement. Ça répond en fait à un problème pratique. Et là, en l'occurrence, le problème pratique que j'ai choisi, parce qu'il me paraissait facile à attraper quand on n'est pas entendeur de voix, c'est comment savoir si une voix est entendue par soi seulement ou par autrui. Est-ce que c'est une voix que j'entends tout seul ou est-ce que tout le monde entend cette voix? Comment distinguer ce qui est une expérience partagée ou commune et une expérience personnelle ou rare? Et est-ce que je dois lui répondre alors que je suis en compagnie ou pas? Bien, et donc il y a tout un tas de propositions qui sont faites pour arriver à distinguer si la voix est entendue par soi seul ou pas, parce qu'effectivement l'enjeu est que si je réponds à la voix qui me parle, mais qu'elle n'est pas entendue par les autres, eh bien on va penser que je suis fou. Donc l'enjeu pour ces personnes, c'est de ne pas subir la stigmatisation, la discrimination, l'humiliation aussi très souvent malheureusement, etc., etc. Donc pour eux, c'est un enjeu majeur dans la vie ordinaire de pouvoir se comporter en étant capable de discriminer si la voix est entendue ou pas. Et par exemple, eh bien, ils peuvent par exemple enregistrer pendant 30 secondes sur leur smartphone et écouter discrètement avec une oreillette. Si c'est pas sur l'enregistrement, c'est une voix qu'ils entendent tout seuls. Et donc voilà, c'est ce genre de technique qui permet de gérer l'expérience de façon autonome, sans être dépendant autrui et sans subir les jugements d'autrui. Voilà, donc c'est vraiment un savoir-faire, mais ça peut aussi être un savoir-être. Comment ne pas montrer à autrui que j'entends des voix, etc., pour ne pas subir toutes les conséquences sociales de ce genre d'expérience pourtant non désirée, etc., etc. Voilà. Ensuite, je vais revenir sur le début de ce chapitre qui, à mon avis, explique beaucoup de ce qui se passe aujourd'hui autour de la notion des savoirs expérientiels. C'est la place qu'a pu avoir cette notion prise entre plusieurs débats, en fait. Et quand j'ai essayé de comprendre ce qui se passait, j'ai surtout pris en compte deux débats qui m'ont paru très structurants de la place qu'occupent aujourd'hui les savoirs expérientiels. Il me semble qu'il y a le premier débat, c'est la question de la validité scientifique. Aujourd'hui se pose la question de est-ce qu'un savoir est valide ou pas, est-ce qu'on peut l'appliquer ou pas. Et dans le champ de la santé notamment, c'est vraiment des enjeux majeurs parce que les soignants sont très inquiets en fait qu'on applique des savoirs qui sont pas validés scientifiquement, parce que s'il y a des effets négatifs, il y a une part de responsabilité de la part d'établissements qui auraient autorisé, des professionnels qui auraient laissé faire, etc., etc. Et ça peut être très embêtant pour eux. Mais aussi simplement, je pense que ils sont très soucieux de la qualité des soins et qu'ils sont donc inquiets de ce qu'ils ne connaissent pas et ce dont ils n'ont pas vraiment ce sur quoi ils n'ont pas vraiment de certitude en fait. Voilà. Donc il y a des grandes inquiétudes ou tout le reste sur lequel on va pouvoir revenir, qui a à voir avec la professionnalisation des pères aidants. Et le deuxième débat, c'est un débat qui a pu être lancé par des gens, en tout cas qui est afférent à des débats qui ont été lancés par des gens comme Bruno Latour, par exemple, avec l'idée que est-ce que la science est la seule qui doit avoir voix au chapitre? Voilà, est-ce qu'il n'y a que les savoirs scientifiques qui doivent permettre de décider? Et là, en l'occurrence, c'est à nouveau un enjeu dans le champ sanitaire, social, médico-social. La question de la reconnaissance des savoirs expérientiels,
dans les arguments phares qui portent ce type-là de discours, il y a l'idée que les savoirs expérientiels ont de la valeur, ils doivent être reconnus et doivent être reconnus à égalité avec les autres savoirs. Donc c'est un enjeu, on va dire, de démocratie, et avec l'idée qu'il y aurait une injustice épistémique, et je suis sûre qu'un certain nombre d'entre vous est porteur de cette position, hein, donc on aura l'occasion d'en discuter, une injustice épistémique, parce qu'il n'y aurait pas de reconnaissance et pas d'écoute et pas d'effort produit pour prendre en compte ces savoirs. Alors, bien sûr, ça ne vaut pas pour la communauté OVI, évidemment. Voilà, donc je vais revenir sur ces deux débats et je vais terminer sur l'émergence de la catégorie savoir profane, parce que c'est probablement là que commence à apparaître une nouvelle façon de désigner les savoirs expérientiels en positif. Donc, sur les débats qui concernent la validité scientifique des savoirs issus de l'expérience, c'est des débats d'abord qui ont pu émerger uniquement et que dans le contexte d'une pensée scientifique. Et en l'occurrence, la pensée scientifique, c'est quand même relativement récent, c'est 16e, 17e, en tout cas dans sa constitution épistémologique. Et puis, on peut quand même revenir à l'Antiquité grecque, où là, il y avait des enjeux autour de la distinction entre savoir et croyance. Qu'est-ce qui relève de la croyance, qu'est-ce qui relève du savoir, et à partir de quand on considère que c'est un savoir. Bon, c'est des débats qui ont encore cours aujourd'hui, hein. Je sais que j'ai un collègue qui s'appelle Gérald Bronner et qui a à nouveau travaillé sur la distinction entre savoir et croyance et qui trouve toujours aussi compliqué de distinguer les deux. Et voilà. Donc c'est pas un débat tranché et je pense pas qu'on puisse non plus trancher aujourd'hui, mais en tout cas c'est ce sur quoi se fonde en fait ce genre de euh, c'est le contexte d'émergence savoir expérientiel. Voilà. On va dire que les savoirs expérientiels qui ont été reconnus pendant assez longtemps, c'est ce qu'on a appelé la médecine populaire. Et je voudrais revenir sur ce qui s'appelait la médecine populaire. Ça a pu être toutes sortes de types d'acteurs. C'est pas seulement des citoyens qui auraient des savoirs spécifiques et qui auraient soigné d'autres citoyens. Il y avait des métiers. Vous aviez des officiers de médecine à l'armée, qui pour la plupart étaient formés sur le champ de bataille à la chirurgie, hein, par d'autres qui étaient eux-mêmes formés dans ces conditions-là. Donc voilà. Vous aviez les sages-femmes, vous aviez des moines qui inventaient des élixirs et qui vendaient ces élixirs, etc., etc. Et autrement dit, pendant tout le Moyen Âge, la pratique de la médecine a été très largement partagée entre plein de types d'acteurs. Et de très loin, les médecins n'étaient pas ceux qui étaient nécessairement prédominants. Euh, le fait que la médecine soit considérée comme la pratique légitime pour poser les diagnostics et traiter les questions médicales, c'est quand même la loi de 1803 qui a permis donc de définir la profession médicale, mais qui a aussi permis de la distinguer du charlatanisme. Et donc tout cet enjeu du charlatanisme vient complètement impacter la question des savoirs issus de l'expérience, parce que précisément, ils ne participent pas, quand ils sont dans le champ de la santé, du handicap, ils ne participent pas du corps de savoir produit pour et par les professionnels, pour et par les scientifiques. Et c'est précisément ce type-là de savoir qui sont désignés par charlatanisme. Et donc, il y a même des médecins qui ont été exclus, exclus du corps des médecins et interdits de pratique pour la raison qu'ils pratiquaient le charlatanisme. Donc c'est un enjeu majeur de reconnaissance et c'est aussi la désignation de quelqu'un, s'il est charlatan, qui est dangereux pour autrui. Voilà, donc ça c'était une des étapes de cette discussion scientifique. Une deuxième étape, c'est l'introduction de la médecine expérimentale par Claude Bernard en 1865, son initiative. Et on voit donc qu'il y a tout un discours qui, depuis 16e, 17e, et progressivement avec certaines étapes, donc notamment légales, mais aussi scientifiques, viennent mettre en avant la question de l'irrationalité. Et l'idée donc que la médecine populaire serait dangereuse parce qu'elle s'appuie sur des superstitions, sur des croyances, et en tout cas, tout ce qui ne serait pas prouvé, finalement, tomberait dans l'escarcelle de la superstition et de la croyance. Et il y a une opposition qui s'est progressivement radicalisée, alors ce n'est pas du tout le cas pendant plusieurs siècles,
puisque tout le monde pratiquait la médecine. Je vous le dis, c'est à plusieurs types d'acteurs. Mais après, voilà, il y a eu vraiment une opposition qui s'est radicalisée, et tout ce qui n'était pas médecine allopathique était considéré comme du charlatanisme, de la superstition, de la croyance, et donc potentiellement dangereux. Voilà, et donc soumis à un certain nombre de condamnations. Condamnations légales, hein, j'entends. Dans cette tradition-là, on a la tradition des croyances en santé, qui est très forte, et qui a été à partir des années 50, 1950. Voilà, avec Rosenstock, avec le modèle des croyances en santé qui a été établi par James M. Baker. Ça a pris des proportions, hein, en termes de publication et d'investissement dans cette tradition des croyances en santé au moment de la pandémie Covid. Il y a eu beaucoup d'études de croyances en santé au moment de la pandémie Covid. Et globalement, ce que propose la médecine pour faire face à ces croyances en santé qui sont considérées comme délétères et dangereuses pour la santé, il est proposé l'éducation à la santé. Voilà, et notamment l'éducation thérapeutique du patient. Et voilà, donc il y a toutes sortes de constructions scientifiques autour des savoirs expérientiels. On a aussi essayé de comprendre et d'évaluer, de mesurer les capacités des patients à comprendre les terminologies médicales, à comprendre les conséquences, les effets des traitements, etc. Rien de très robuste dans ces analyses, hein. Pour Segal et Roberts qui ont fait une méta-analyse, ce qu'ils montrent, c'est surtout que les études ne sont pas suffisamment fondées pour qu'on puisse vraiment prendre au sérieux leurs résultats. Les échantillons sont trop faibles, il y a des faiblesses aussi dans les types d'analyse ou de logique employées, etc. Voilà, il y a eu l'épidémiologie populaire qui a été utilisée, c'est-à-dire quand une population, c'est souvent des villages, hein, se sont mis en quête de réponses à des problèmes qu'ils rencontraient et des problèmes notamment de risques sanitaires. Ça peut être les décharges de déchets nucléaires, ça peut être des choses de ce type-là, hein, de la pollution des eaux, etc. Retrouver qui est à l'origine de la pollution des eaux de ce village, etc., etc. C'est souvent des épidémiologies populaires qui ont permis des mouvements de contestation, des procès et parfois des procès gagnés, hein, des victoires juridiques, économiques, culturelles, politiques. Mais néanmoins, pour Braun, qui est un spécialiste de ce type-là de phénomène, si les victoires au, au tribunal sont évidentes et sont tout à fait légitimes, il fait remarquer que les arguments pour lesquels elles ont été gagnées sont pas des arguments scientifiques en fait, et que l'épidémiologie populaire n'a pas gagné sa reconnaissance d'un point de vue scientifique pour autant, même si elle a été reconnue dans ses demandes et dans ses exigences. Voilà. Et pour ce qui concerne la France, parce que c'est plutôt des courants anglo-saxons, pour ce qui concerne la France, on a eu le courant des représentations sociales en santé. Voilà. Et dans ce courant-là, il n'y a pas trop de focalisation, comme dans les autres courants, sur le fait qu'il y aurait des erreurs dans la cognition populaire. C'est plutôt l'idée de comprendre comment fonctionne cette cognition et quels sont ses contenus, qu'est-ce qu'elle produit. Et le deuxième étape très importante. Il y a un petit blocage, on ne vous entend pas. Nous non plus, on n'entend pas. Oui, ça a l'air de venir uniquement du côté de Eve. Eve, si vous nous entendez, on a cessé de vous entendre. Elle a disparu. Oui. Elle a disparu. Ah, voilà. Je suis de retour. Ça fait longtemps que vous ne m'entendez pas? Non, une minute. Okay. Je vais poursuivre, mais je vais accélérer. Je pense que vraiment, je prends trop de temps, j'imagine. Non, pas du tout, mais on peut intercaler un premier moment d'échange quand vous voulez. Voilà, donc je voudrais terminer quelque chose avant ce premier moment d'échange, et c'est pour ça que je trouve que je dure un peu trop. Je voudrais revenir sur l'émergence du concept de savoir profane, parce que c'est un nouveau positionnement scientifique, hein, qui émerge.
Et ça, c'est important parce que ça veut dire que il y a en tout cas une tradition scientifique qui va se positionner en considérant avec intérêt et positivement les savoirs issus de l'expérience. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de parler des savoirs profanes. On va dire que dans donc c'est une tradition intellectuelle, hein, une tradition scientifique qui émerge, on va dire, sur la fin des années, dans les années 90, 1990, donc fin 19e siècle, fin 20e siècle, pardon. Et cette perspective, en fait, elle repose sur le fait qu'on a pu constater que les personnes directement concernées en savent long sur leur douleur, sur ce qu'elles ressentent en termes de douleur, que certaines sont capables de repérer des signaux avant les crises d'épilepsie, les crises d'hématologie, euh, que certains arrivent à contrôler leur crise d'épilepsie par des moyens non pharmacologiques, que beaucoup savent aussi beaucoup de choses sur la réaction de leur corps suite à la prise de différentes médications et substances, etc. Et puis on a un article qui est très connu de Madeleine Akrich sur les communautés épistémiques. Alors là, il s'agit encore à nouveau de quelque chose d'autre, hein. C'est comment les savoirs issus de l'expérience sont articulés à des savoirs biomédicaux pour faire pression au niveau politique. Donc c'est vraiment la question de influencer la décision politique. Et donc c'est à cet endroit-là que les savoirs profanes et les exercices profanes ont été reconnus comme étant aussi intéressants en fait que les savoirs scientifiques, mais apportant d'autres choses. Voilà. Et donc, cette requalification en positif, hein, des savoirs, et donc à l'émergence de ce terme de savoir profane, c'est à la fois une reconnaissance de leur intérêt, et notamment pour les débats politiques, et en même temps, c'est, ceci dit, une articulation sur le fait qu'ils sont profanes. Profanes par rapport à quoi? Par rapport à la science. Profane désigne simplement le fait qu'ils ne sont pas construits de la même manière que les savoirs scientifiques. Et donc l'intérêt après du concept de savoir expérientiel, dont on va voir qu'il désigne quelque chose de très spécifique, etc., c'était que précisément le concept de savoir expérientiel, lui, ne met pas en avant les savoirs par rapport à la science et ne les compare pas nécessairement par rapport à la science. Il désigne le contenu de ces savoirs et ces savoirs sont des savoirs qui portent sur l'expérience. Donc il les qualifie en positif et il ne préjuge pas de leur valeur par rapport à une autre échelle d'évaluation qui serait l'échelle scientifique. Voilà, donc il y a des enjeux autour de tout ça et je pense qu'il est temps de faire une petite pause pour en discuter. Merci pour ce premier bloc. Est-ce qu'il y a dans la salle ou à distance des gens qui veulent réagir ou ont des questions en tête? Dominique? Oui, effectivement, l'intervention de F. Gardien est très intéressante. Vous entendez bien à distance? Excusez-moi, Dominique, je vous coupe. Bon, je vais essayer de parler un peu plus fort. Alors, l'intervention d'F. Gardien est très intéressante, en particulier sur la problématique qu'elle a évoquée de la médecine populaire. Et ce qui me vient à l'esprit, c'est que dans le contexte sociétal actuel, est-ce qu'il n'y aurait pas des pistes de réflexion concernant les métiers de la santé et l'évolution de la médecine, liée peut-être aux nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle, le rôle du médecin généraliste qui risque de changer beaucoup, également le problème de des professions de santé en règle générale, pas seulement des médecins. Est-ce qu'il y aurait, dans ce domaine, est-ce qu'il n'y aurait pas beaucoup de choses à apprendre des savoirs expérientiels pour l'avenir de la médecine et des professions de santé en général? Je ne sais pas si vous voulez répondre tout de suite ou prendre d'autres questions. Comme vous souhaitez, j'ai des choses à répondre, mais je peux aussi attendre d'autres questions. Je vous laisse répondre pendant que... Ah voilà. Et puis après, vous pouvez répondre et puis on donnera la parole à Gérard Lévy. D'accord, très bien. Concernant les métiers de santé et l'évolution de la médecine, le rôle du médecin généraliste, je voudrais dire que les évolutions sont déjà en cours. Par exemple, je crois, il y a 4 ans, à la Haute Autorité de Santé, il y a eu un colloque
où l'objectif était de comprendre ce qu'on pouvait faire avec l'intelligence artificielle. Et, ce qui a été montré d'intéressant, hein, parce il y a plein de choses qui sont faites avec l'intelligence artificielle, mais dans ce qui est important, les évolutions importantes que peut apporter l'intelligence artificielle et que ne pouvaient pas faire les médecins ni aucun personnel soignant, c'était le traitement des données, de toutes les données récoltées, les données diagnostiques qui ont été récoltées au niveau international. Donc, elles ont une capacité de traitement de données qui est bien supérieure à celle d'un être humain, évidemment, ou même d'une équipe de chercheurs. Et ça a permis pour un certain nombre de personnes d'arriver à établir des tableaux dosologiques de maladies rares. Quand il y a 5 ou 10 personnes au monde qui ont cette maladie, les médecins n'ont pas accès aux informations qui permettent de retrouver ça, en fait. Et l'IA a été capable de ça, et ça a permis un certain nombre d'avancées dans le traitement des patients. Et donc, oui, il y a une évolution de la médecine, et notamment, il va y avoir recours à l'IA quand le diagnostic sera trop difficile à poser, quand on ne comprend pas. Ça va devenir probablement quelque chose qui va se généraliser. Et l'autre point que je souhaiterais aborder, je sais qu'à Yale University, c'est donc aux USA, à l'école de médecine de Yale University, il y a actuellement une médecin qui utilise les médias, pour arriver dans les cas de patients dont on n'arrive pas à diagnostiquer, qui sont atteints de choses absolument terribles, mais dont on n'arrive pas à diagnostiquer de quoi il s'agit, qui utilise justement les médias, et notamment le New York Times en particulier. Elle envoie des descriptions très précises du tableau de l'expérience. Enfin, c'est plutôt un récit de vie avec une description très précise des principaux symptômes, mais aussi le récit de vie, parce que l'idée est que probablement il y a des liens, pas seulement qu'il faut arriver à comprendre les liens avec l'histoire et pas seulement avec les symptômes. En fait, elle ne s'adresse pas à des médecins, elle s'adresse à tous ceux qui lisent le New York Times, donc plein de citoyens. Et l'objectif, c'est de permettre que toutes les personnes qui en pensent quelque chose puissent faire des retours, des commentaires, etc. Et donc, elle recueille un matériau absolument phénoménal d'hypothèses, de suggestions, de conseils, etc., etc. Elle en fait le tri. Et grâce à ça, elle trouve régulièrement 2-3 pistes intéressantes à investiguer, et pour lesquelles il est possible de trouver des traitements ou de trouver des solutions qui pourraient être intéressantes pour le patient en question, en fait. Donc là, on voit bien aussi que c'est une sorte d'usage des savoirs expérientiels qui passe par le New York Times, mais c'est toutes sortes de citoyens qui répondent, hein, donc des personnes qui sont directement concernées, qui pensent qu'ils vivent la même chose. On voit régulièrement dans ce documentaire, on voit régulièrement des patients rencontrer d'autres patients et être extrêmement soulagés de cette rencontre. Ils ont rencontré un père, enfin, ils sont pas seuls au monde, etc., etc. Mais donc voilà, il y a à la fois du partage d'expérience, du partage de savoir expérientiel, et en même temps, il y a des médecins qui répondent aussi pour le New York Times. Donc c'est vraiment tout azimut, en fait. Voilà, donc oui, il y a des modifications de procédures qui sont intéressantes. Donc le nouvel outil, l'IA, qui permet, en tout cas pour les maladies rares, c'est évident, c'est un avantage. Et pour le savoir expérientiel, de nouvelles manières de le mobiliser. Là, c'est pas qu'on imagine que toutes les personnes qui vont répondre, parce que c'est des centaines et des centaines de personnes qui répondent, qu'elles vont toutes dire des choses pertinentes, etc. Mais le médecin prend le temps de toutes les étudier pour trouver des hypothèses auxquelles il n'a pas été pensé et qu'il faut investiguer. Voilà. Donc, c'est des choses qui sont en train de s'installer, d'autant plus si ça passe par l'école de médecine de Yale, des choses qui vont se diffuser dans le monde médical. On a 3 autres